Bonsoir à tous, vous allez bien? Bon, je vois que vous avez fait l'effort de mettre dans l'allée centrale. Les pitchers sont à côté, se préparent encore. Je m'appelle Maxime, je suis un des organisateurs du Pitch Me Up Tour. Je vais vous présenter un peu ce que c'est juste après. Mais avant, j'ai une question. Qui est entrepreneur dans la salle? Ou qui est un futur entrepreneur ou entrepreneuse? Ah, c'est pas mal. Ok, il y a du monde. Je suis très content de venir à Tarbes. C'est la première fois que je viens à Tarbes. Bon, j'espère que c'est pas la même météo tous les jours comme ça. Non? Hier, il faisait beau à Montauban. Ici aussi, hein, il fallait venir hier. Bon, ça arrangera pour la prochaine fois. Non, du coup, je suis très content. Mon collègue a raté son train pour venir à Tarbes, donc je suis tout seul ce soir. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir de toute manière. L'animation, c'est pas moi qui vais la faire, c'est les pitchers. Donc je suis tranquille. On va l'allumer. Et c'est le moment où on n'a plus de pile. Ouais, j'espère. C'est bon, ça marche. Le programme de ce soir est assez simple en fait. Je vais vous présenter un petit peu pourquoi je suis là devant vous avec un micro. Ensuite, il va y avoir des pitchs. Je pense que vous êtes au courant. Et surtout, après, il y a un petit temps d'apéro où on va pouvoir discuter, échanger, poser des questions et s'échanger des cartes de visite. Ça vous va? On ne peut pas aller directement à l'apéro, malheureusement. Donc, un petit mot sur Pitch Me Up. Pourquoi Pitch Me Up? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, en 2015, sur Toulouse, on était 3 entrepreneurs et on se voyait souvent lors de plein d'événements et on se challengeait à chaque fois. À chaque fois, on avait un projet, c'était alors, t'en es où sur ton projet? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? C'est souvent un moment pas très agréable parce que forcément, on est des jeunes startups et on débute, on n'a pas de clients et on galère. Mais à chaque fois, les remarques étaient assez pertinentes et ces moments étaient d'un côté très inconfortables, mais d'un autre côté, on avançait énormément sur le business. Et on avançait beaucoup plus que si on restait tout seul dans notre chambre derrière l'ordinateur sur Facebook ou sur Twitter. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on reproduise ces événements, ces moments physiques où on se challenge et qu'on donne l'opportunité à des startups de venir pitcher. Parce que quand on pitch, souvent, c'est one shot. Il y a 15 personnes dans un jeu, dans un incubateur, on pitch, et si en 30 secondes on n'a pas convaincu, on passe à la trappe suivante. Donc on n'a pas droit à l'erreur quand on pitch, et quand il y a une startup, vous savez, le pitch il évolue toutes les semaines, parce que le business model il peut évoluer toutes les semaines. Donc c'était ça le concept, de donner l'opportunité à des startups de venir s'entraîner au pitch, pour justement avoir des feedbacks de gens qui n'ont jamais entendu parler du projet, et qui puissent dire, moi j'ai rien compris. Tu vends des cacahuètes ou des parapluies. C'est vraiment ça le concept, de donner des conseils à des start-upers qui s'entraînent. Il y a peut-être des gens qui font des parapluies connectés. Je dis pas ça pour la météo. Vraiment. Donc voilà, donc on a lancé ça en 2015, ça a plutôt bien marché. L'idée c'était à chaque fois de changer de lieu, d'avoir des nouvelles startups, de tout changer pour que les gens se rencontrent, créer des synergies et qu'il y ait vraiment quelque chose qui sorte de ces rencontres-là. Et puis comme on est entrepreneur, on s'est dit, si on voyait plus grand. Et c'est comme ça qu'il y a 1 an, on s'est dit, tiens, on va faire la tournée des villes en Occitanie, on va aller à la rencontre des écosystèmes startups et on va voir les entrepreneurs qu'il y a là-bas. Donc on connaissait personne, donc on a tweeté à fond. Et donc Christophe a répondu à l'appel, Christophe de la Mêlée à Tours. Et voilà, donc hier on était à Montauban à Étincelle, où il y a 4 super projets qui sont venus. Aujourd'hui on est à Tarbes, et demain on a Carcassonne, et samedi on est à Toulouse. Mais voilà, l'idée c'est d'aller à la rencontre et que les gens en fait se parlent. Et en fait travaillent ensemble et pas les uns contre les autres. C'est vraiment ça qui nous pousse. Donc ça c'est quelques startups qu'on a accompagnées qu'on n'a rien fait du tout, qui sont venus devant et qui ont pitché leur projet. Donc il y en a de toutes sortes, il y en a plein qui sont morts évidemment, c'est la définition d'une startup malheureusement, en tout cas le cycle de vie. Et en fait il y en a une dont j'aimerais parler, déjà parce qu'elle est encore vivante. C'est celle-là, JVF Agency. L'histoire est super sympa. C'est un consultant Valtech qui vient au premier Pitch Me Up. Il a un projet, mais il a peur de le pitcher, donc il ne le pitche pas. Il attend l'apéro, et là, il rencontre un autre gars, qui était là par hasard, plus ou moins. Et il dit, t'as un projet, c'est quoi? Non, je ne vais pas te le dire. Il le challenge, si, on en parle. Il lui explique son projet, et à la fin de la soirée, ces 2 gars se sont dit, on va monter un truc. Le projet avait totalement changé, mais ces 2 gars s'étaient rencontrés, il y a quelque chose qui était né.
2 mois plus tard, ils sont venus pitcher à Pitch Me Up. Et je crois que 3 mois plus tard, ils créent la société. Et aujourd'hui, ils accompagnent les grands groupes à créer des startups, ou en tout cas à faire en sorte que des startups se créent dans des systèmes avec beaucoup d'inertie et de process. Donc voilà, et puis nous aussi, ils nous aident. Nous aussi, on les aide, on leur rend l'appareil. Donc voilà, le Pitch Me Up Tour est né comme ça. Et donc on est sur les routes. On ne sait pas si ça va marcher, mais on est un peu fou. On se dit on lance, on verra. On essaye, on mesure, on apprend, on est comme des startups, on fait du lean startup. Donc, comme je disais, hier on était à Montauban, aujourd'hui on est à Tarbes, demain Carcassonne, et samedi soir, Toulouse à Coworking. Et donc, j'aimerais qu'on remercie vraiment la Méliadour pour l'organisation, puisque c'est eux qui ont été en contact sur place et qui ont fait en sorte que ça se déroule ici avec tous les partenaires. Donc, je vais passer le micro au maître des lieux, qui va pouvoir mieux se présenter que je ne le fais. Bonjour, donc tout le monde me connaît, je ne vais pas réciter mon catéchisme. Tout d'abord, je remercie ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, de rendre visite à Crescendo à la Méliadour. Je remercie le Pitch Me Up d'avoir fait étape à Tarbes. Ce sont des actions qui nous intéressent dans le cadre de la structuration de notre écosystème et des actions qui ont vocation à devenir récurrente dans le cadre de l'accompagnement de nos startups et notamment sur la dynamique French Tech. Je remercie Christophe, puisque c'est lui qui a tout monté, moi j'y suis pour rien. Donc merci à Christophe qui pilote la Méliadour. Voilà, et je souhaite bonne chance pour ce crash test ce soir pour nos startups. Voilà. Merci beaucoup. Donc le principe est simple, ce soir il y a 4 startups qui vont venir pitcher devant vous, l'audience, et devant 3 experts. Alors les experts, pourquoi c'est écrit comme ça, pourquoi c'est pas simplement un jury, c'est qu'on n'est pas dans le jugement, on n'aime pas trop cet état d'esprit, donc c'est vraiment des pairs bienveillants qui vont être là pour donner leur feedback, s'ils ont compris ou pas le message. Et on va donc pas dans le jugement, comment ça j'en parlerai après en fait. Pardon. Et ils sont 3, ils sont là ce soir, donc je vais leur donner le micro pour qu'ils se présentent un petit peu et qu'ils expliquent ce qu'ils font au quotidien. Bonjour, Caroline Morage, donc je suis entrepreneuse, j'ai une agence d'innovation ouverte qui s'appelle Manina Solution. Je suis ravie d'être là ce soir, parce que ici ça bouge beaucoup, comme tu viens de le dire, et on accompagne la Méliadour et Crescendo sur l'école d'innovation notamment. On a bientôt une bonne démarche d'innovation ouverte qui va créer des startups et qui auront besoin de pitcher, qui s'appelle Akinadour, qui aura lieu en novembre et en décembre, donc je vous invite à suivre ça. Et puis j'ai aussi monté un groupe de filles qui s'appelle Digital Girls pour pousser les filles dans le digital, et on va aussi monter un groupe à Tarbes. Voilà. Bonsoir, Fabrice Benoît. Moi j'ai créé une agence de transformation data digitale qui s'appelle IDEA France. Donc je suis à Paris, dans le 2e arrondissement. Je travaille avec des startups depuis 1997. En fait, j'accompagne des startups, j'ai monté des ateliers de l'idée au marché. On travaille ensemble aussi avec Carole sur l'aspect innovation ouverte, intelligence collective. Voilà, donc depuis maintenant pas mal d'années, je suis advisor et je conseille des startups. Enfin, c'est pas le cœur de mon activité, parce que je travaille beaucoup à accompagner des grands groupes sur la transformation data digitale. Oui. Donc Jean-Pascal, ceux qui sont à la BE me connaissent, donc je suis un adhérent assez actif de la Méliadour. Donc j'ai un parcours dans l'informatique et le digital et les nouvelles technologies, parce que c'est une terminologie qui a beaucoup évolué. On disait informatique, après on a dit NTIC, après on a dit numérique, maintenant la mode c'est digital. Enfin tout ça c'est un petit peu la même chose. Et donc j'ai travaillé beaucoup dans l'informatique, dans des startups. J'ai suivi des startups aussi. Et voilà, donc j'espère que je pourrai apporter une petite valeur avec mon expérience. Donc, je ne sais pas du tout s'il y a des startups qui vont pitcher aujourd'hui sont dans le monde du numérique, mais de toute façon, ils doivent croiser à un moment donné ou à un autre le numérique. Donc, voilà. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Et donc ce soir, les pitchs, c'est assez simple, c'est 5 minutes, et pas une seconde de plus. Il y a un chrono qui s'est fait à mal. On va le rallumer. Voilà. Là, il y a un chrono, et dès qu'il va être à pile, bah, moi je vais me mettre à applaudir, et je vais vous demander d'applaudir en même temps pour que le pitcher s'arrête. Parce que dans beaucoup de concours, c'est comme ça. Les investisseurs, ils ont 5 minutes par projet et pas 5 minutes 10, parce qu'à la fin de la journée, quand on voit 40 projets, la journée, malheureusement, elle n'est pas extensive, elle fait que 24 heures. Donc 5 minutes de pitch, 10 minutes de feedback. Donc justement, les feedbacks ils vont être introduits par les experts, donc ils vont à tour de rôle poser une question au pitcher, et ensuite ça va être à vous justement de faire vos remarques, de dire ce que vous n'avez pas compris, ce qui n'a pas été clair, pour que le pitcher, ce soir, quand il rentre, il puisse retravailler son pitch, et demain, quand il va aller voir un client, son pitch soit beaucoup plus percutant et pertinent. Donc voilà, c'est la mission qui vous est confiée. Et il y a 2 valeurs qui nous animent à Pitch Me Up depuis le début. C'est le no bullshit et la bienveillance. Le no bullshit, c'est assez simple et c'est une expérience personnelle. Je pense que ça va faire rire Fabrice parce qu'il connaît mon père. Quand j'ai annoncé à mon père que j'allais créer ma start-up, je lui ai pitché mon projet. Il n'a rien compris parce que je l'ai très mal pitché, c'est pas de sa faute. Mais ce que j'ai regretté, c'est qu'il m'ait pas dit qu'est-ce que tu vends? T'as pas été clair sur ce point-là. Il m'a fait quelque chose d'assez naturel et de paternel. Il m'a dit bon courage mon fils, ça a l'air intéressant. Et du coup, bah, c'est pas lui qui m'a mis la claque, bah, c'est les clients qui m'ont mis 10 jours plus tard. Et c'est des clients que j'ai pas convaincus et j'ai pas pu vendre. Donc l'idée, voilà, c'est d'être dans le bullshit. Si on n'a pas compris, on le dit. Si les slides sont moches, on le dit. Faut pas avoir peur. Mais par contre, quand on fait une critique, il faut toujours que ce soit bienveillant, que ce soit constructif, que le pitcher, justement, en sorte quelque chose. Donc, par exemple, juste dire ton business, j'y crois pas, j'ai entendu 10 000 fois, c'est pas vraiment super pertinent. Mark Zuckerberg, avant lui, avant qu'il lance Facebook, il y avait copains d'avant, il y avait MySpace, il y avait les Skyblog, pour ceux qui se rappellent. Et maintenant, il a lancé un truc qui est suffisamment utilisé aujourd'hui pour qu'il soit milliardaire. Mais par contre, autour de la même idée, on peut peut-être poser ça comme question à la place. Tiens, je suppose que tu connais copains d'avant en France. T'as pas peur d'eux, Marc? Comment tu te différencies par rapport à eux? Rien que sur le prix déjà, c'est une différenciation et bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais voilà, je pense que vous avez compris. Donc, est-ce que jusque-là tout va bien sur le concept, sur le principe, le déroulé? Personne s'est endormi? Donc, ça fait vraiment. C'était pas facile. Et encore, je pense que mon pitch pourrait être 1000 fois amélioré. Du coup, après, le moment le plus important de la soirée, puisque c'est 5 minutes de pitch et pas une seconde de plus, et 10 minutes de feedback et pas une seconde de plus, c'est l'apéro. Donc dans le hall, vous avez dû voir en entrant, pardon, il y a des tables qui sont mises avec des petites collations. Donc vous êtes invités à rester, à partager, à échanger, à poser les questions que vous n'avez pas pu poser. Et voilà, un petit peu rencontrer, créer des choses, pourquoi pas créer des entreprises. Mais en tout cas, rester, c'est important. C'est le cœur de la soirée. Et ensuite, il y a un autre point, c'est qu'on fait ça, on a des vies la journée, et on fait Pitch Me Up pour le fun. On est tous bénévoles, on fait ça de manière associative, on se déplace sur table à nos frais. Et donc, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on met une petite tirelire qui est juste ici, qui est là, et on demande aux gens de cofinancer si l'événement leur a plu, si l'événement ne vous a pas plu, si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème, hein, on ne va pas se vexer. Mais si vous voulez soutenir, entre guillemets, la dynamique qu'on essaie d'impulser, voilà, et vous pouvez nous soutenir. On ne demande pas beaucoup, 2-3 euros par personne suffisent largement, mais forcément l'organisation, vous vous en doutez, ça a un coût. Donc voilà, donc on demande aux gens de nous aider. C'est un modèle qu'on fait depuis 2 ans, et on est assez surpris parce qu'au début, forcément, quand on a dit on va mettre une tirelire à la fin des soirées, mais bien sûr avant, on aura lâché beaucoup d'argent pour organiser. Les gens se disent, mais non, mais ça ne marchera jamais, il est nul, le business model. Il est nul, mais en fait, on fait ça parce qu'on veut aider les startups. Et aujourd'hui, après 13 Pitch Me Up, on a toujours été dans le positif. Et on trouve ça formidable, en fait, de dépasser un petit peu juste le fait de, pour venir à l'événement, vous payez 5 euros, vous venez pas. Voilà, vous venez, si ça vous a plu, vous donnez, si ça ne vous a pas plu, vous donnez pas, vous partez, bref. Mais voilà, c'est des valeurs qui nous animent. Et on sait que ça importe aussi pour les participants, qu'il y a des étudiants qui ne peuvent pas participer, mais pour qui
ces pitchs-là peuvent être primordiaux et qui peuvent changer le cours d'une startup. J'ai assez parlé. Donc pour ce soir, qui a Twitter? Ok, il y a quand même du monde. Si vous voulez communiquer, donc il y a le hashtag PitchMeUpTour en un seul mot. N'hésitez pas à prendre des photos, à partager. Ça fait toujours plaisir après. Vous pouvez nous inclure le @PitchMe_up et vous pouvez inclure la mêlée à tour qui organise l'événement. Après l'événement, vous pouvez retourner sur meetup.com. Alors vous n'avez pas utilisé meetup.com pour vous inscrire. C'était un petit hack. Mais du coup, en fait, on est un peu comme des startups qui vont venir devant vous ce soir et qui vont se lancer. On aimerait bien savoir ce que vous avez pensé de la soirée, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Donc si vous pouvez, après la soirée, aller sur meetup.com, vous tapez PitchMeUp, et sur la soirée d'Arb, vous dites, voilà, j'ai trouvé ça génial que ce soit à Crescendo. Par contre, le gars de Toulouse, il était chiant. N'hésitez pas, soyez bienveillants et no bullshit, pareil. Nous, ça nous aide à nous améliorer ici dans la formule. Depuis qu'on a lancé le PitchMeUp, la formule a beaucoup évolué. Il y a une petite captation vidéo qui va être faite. Ça, c'est une nouveauté fin 2016 qu'on a mise en place, notamment grâce au retour aussi qu'on a eu des gens. Et l'idée, c'est de permettre aux entrepreneurs de se revoir demain. Alors, c'est pas évident de se voir, moi je ne la regarde jamais, mais de pouvoir se revoir et voir s'il y a peut-être des choses à améliorer dans la gestuelle. S'ils bougent que la main droite, s'ils disent tout le temps donc, bref, ou voilà, en permanence. Voilà, c'est un peu de corriger tous ces tics et de les affronter. Et puis, pour ceux dont les pitchs vont être parfaits, de l'utiliser en support commercial, il n'y a aucun problème. La vidéo sera sur YouTube, vous la prenez, vous l'utilisez comme vous voulez. C'est pour vous. Alors, un dernier mot, et après j'arrête promis. Qui est développeur dans la salle? Un profil tech? Il n'y a pas de développeur interne. Il y en a un timide. Alors, un rapide mot sur le TFS Toulouse, qui est une conférence, donc c'est des copains qui l'organisent, donc une des plus grosses conférences de développeurs dans le sud. Et donc c'est une journée, 24 conférences, avec plein de talks de Google, Microsoft, etc. C'est le 28 septembre, il y aura 450 personnes, 28 conférences, 4 conférenciers en parallèle, et c'est moins de 50 €. Donc c'est une journée de formation en accéléré, et j'y étais l'année dernière, et c'est super cool. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts? Parfait. Donc du coup, ce soir, il va falloir encourager ces 4 startups, HMP, Oiseau 65, M-Project et 5M Développement. On peut déjà les applaudir en attendant que HMP arrive. Je mets tes slides et tu vas pouvoir. Droite, gauche, milieu, c'est derrière. Ok. Et le chrono démarre quand tu commences à parler. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kevin Régis, je suis l'actuel président de Human Mechanical Technologies, alias HMT, c'est plus rapide. Vous savez peut-être que le 20e siècle, c'était le siècle des accidents du travail, comme on a pu le voir avec l'amiante, les chutes mortelles ou également des problèmes liés aux outillages qui pouvaient créer des accidents mortels pour certains salariés. Le 21e siècle, c'est un autre problème, c'est celui des maladies du travail. Par exemple le burn-out ou les maladies de troubles musculo-squelettiques dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'un trouble musculo-squelettique? C'est une maladie physique qui est créée au long terme et liée à la répétitivité des mouvements de salariés. Typiquement, pour illustrer cette maladie, je vais vous expliquer une situation que j'ai rencontrée. C'est à Bordeaux, dans un site de la Poste, où ils ont une très grande machine de tri semi-automatique qui trie automatiquement les courriers. Le seul problème, c'est qu'il faut l'alimenter, cette machine. Et pour l'alimenter, c'est des dizaines d'opérateurs qui sont obligés de porter des packs d'enveloppes de 6 à 9 kilos.
et ça tout au long de la journée, et il y a beaucoup de lettres, donc de poids qui sont portés par ces personnes-là. La seconde activité, c'est une activité non pas de manutention, mais de port d'outillage. C'est dans la transformation de viande. C'est une société qui transforme le cochon en entier et qui le transforme du coup en boudin, en pâté. Et pour réaliser ces actions, ils utilisent une scie sauteuse pour découper tout le lard du cochon et ils doivent porter cet outillage toute la journée. Donc ces deux activités-là sont très dommageables pour le capital santé des salariés et c'est comme ça au long terme que se créent les troubles musculo-squelettiques. Donc en plus de diminuer le capital santé des salariés, les troubles musculo-squelettiques ont un coût. Ces chiffres derrière moi sortent du ministère du Travail, de la Santé et de l'Emploi. 21 300 € pour le coût d'un trouble musculo-squelettique apparaissant dans une entreprise. Donc s'il y en a plusieurs, je vous laisse calculer le prix en fonction des entreprises. Et 8,4 millions de journées perdues pour ces salariés qui sont absents dû à cette maladie. Donc Human Mechanical Technologies, c'est une société de développement et de conception et fabrication d'exosquelettes, de solutions exosquelettes qui vont apporter à des entreprises une solution sur mesure pour leur activité. Donc qu'est-ce qu'un exosquelette? Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas ce nouvel outil qui est mécanique ou mécatronique. Vous en avez peut-être entendu parler lors de journaux, articles R&D ou même Internet, ou pour les cinéphiles avec le film Iron Man de Marvel. C'est technologiquement quasiment pareil que l'armure d'Iron Man, sauf que celle-ci, elle ne vole pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient apporter à la personne qui l'équipe l'impression physique de ne ressentir aucun poids porté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir porter tous les bacs d'enveloppe, par exemple pour la poste qui pèse 9 kg, on va avoir l'impression de rien ressentir. Ce qui va permettre de diminuer l'apparition des troubles musculo-squelettiques, diminuer également le coût des entreprises et du coup ne pas rentabiliser l'investissement de l'exosquelette. Donc il existe des exosquelettes qui sont plus pour l'activité de la manutention, comme les sociétés d'exos et Gobi-Robots, mais qui se sectorisent seulement sur une seule activité, qui est la manutention. Alors qu'il y a d'autres problèmes, comme par exemple celui que je vais amener juste maintenant, celui de l'agriculture ou le port d'outillage. Pour vous montrer un exemple du potentiel de HMT, en France, chaque année, il y a 150 000 CDI dans le milieu agricole. 5 minutes, ça passe très vite. Ouais, c'est court. Donc du coup, maintenant, 10 minutes de feedback. La parole est aux experts. Tu veux? Sur le micro, c'est... Merci. Avec plaisir. Pour nous, c'est concis, mais bon. Alors, moi, je dirais en remarque des choses assez simples. Peut-être sur la posture, moins bouger les pieds. Et pour pouvoir, en fait, on dit que plus on est ancré soi-même, plus on va ancrer l'idée qu'on a envie de faire passer. Et peut-être travailler un peu le rythme sur quand tu racontes l'histoire, être plus dans un rythme avec du ton, avec un ton comme un peu rythmé, comme quand on raconte une histoire à un enfant, par exemple. Tu peux nous prendre pour des enfants, il n'y a pas de problème, ça plaît beaucoup aux gens en général. Sur ton accroche, comme tu n'as pas eu assez de temps, peut-être que tu peux directement passer du problème que tu racontes au début. Je trouve assez bien comme accroche, parce que ça nous emmène tout de suite dans un contexte. Peut-être directement passer après sur ta slide avec les coups, parce qu'on sait, tout le monde sait à peu près ce que c'est que les maladies musculo-squelettiques, et on sait que c'est un vrai souci. En plus, tu avais des chiffres. Et puis ensuite, peut-être montrer davantage d'images
c'est qu'un exosquelette et peut-être prendre le temps du coup de raconter comment ça marche. Parce que c'est vachement bien d'aller sur l'image d'Iron Man, je pense que ça parle à tout le monde aussi. Tu peux même mettre une image derrière là-dessus. Et puis peut-être donc insister sur une image qui va faire le comparatif avec ce que tu fais aujourd'hui, parce que les gens ont du mal à s'imaginer, je pense. Et aussi avec voilà, d'autres chiffres sur ce que ça peut ramener comme ce que tu avais commencé à dire, j'imagine, sur ce que ça peut ramener comme ROI. Voilà. Mais sinon, bon, sur le fond, on dit rien, donc j'ai rien sur le fond. Voilà. Mais dis-le, moi aussi j'ai pas dit. On peut y aller, il n'y a pas de... Ah bon? Allez-y. On peut quand même le dire. Bon, j'ai bien l'idée alors. Non, j'aime beaucoup l'idée. Pour moi, c'est pas assez percutant, en fait, parce que justement, je trouve que c'est dommage entre ce qu'on imagine, enfin, on voit bien, quand on a l'habitude, on voit bien ce qu'il y a derrière et on voit bien l'intérêt, en fait. Et on est frustré parce que finalement, c'est pas assez mis en avant. Donc, moi, je commencerai par être plus percutant sur les problématiques parce que vous savez bien que machin, bah non, on ne sait pas. Donc déjà, il faut commencer par imaginer qu'on ne sait pas. Et moi, je serais beaucoup plus percutant. J'aurais mis trois chiffres sur le nombre, etc. Là, on sait bien, on a le coup d'une maladie à la fin, là, qui arrive vachement tard, en fait, dans toute la démonstration. Donc, en fait, on a une démonstration qui est quand même assez longue, je trouve, au début, pour nous expliquer qu'il y a une problématique, qu'il y a machin, etc. Tu parles pendant, on a l'impression, un quart d'heure alors qu'en fait, 2 slides, ou une slide qui nous dit ouais, le problème, voilà, il y a, je sais pas, il y a 100 000 morts, et nous, on a la solution. Enfin, j'exagère volontairement. Donc, beaucoup plus percutant avec 3 chiffres au début, et ça évite de passer trop de temps, justement, sur la problématique, sans parler de la solution. Voilà, et puis effectivement des images, des gestes, parce que ça c'est animé en fait. Ce que tu proposes là, c'est quelque chose d'animé. Et en fait, c'est pas animé, donc c'est dommage. Voilà. Alors, le côté très positif, c'est que je pense que c'est le cas pour tout le monde. J'ai tout à fait compris quel était l'objectif de cette société. Le contexte est bien posé et j'allais dire presque trop posé parce qu'en fait, avant de savoir quel était l'objet de la société, il a fallu, tu avais moins de 2 minutes. J'ai regardé exprès, avant que tu nous parles d'exosquelette. Donc du coup, il faut peut-être rebalancer en fait le discours pour effectivement poser le contexte de manière plus rapide et plus percutante, de manière à avoir plus de temps effectivement pour parler. Par contre, je suis un peu frustré, effectivement, un exosquelette, on en parle comme ça, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais moi j'ai rien vu, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que fait exactement la société dans ce domaine de l'exosquelette, quel type d'exosquelette, donc je ne reviens pas sur ce qui a été dit, des images, effectivement, des slides un peu plus percutants, même si c'est difficile d'être fin en tout cas sur le début, sur une problématique de maladie professionnelle. Donc, je pense que l'objectif c'est de, effectivement, pour moi, relancer, parce qu'on a tout compris encore une fois, mais on est un peu frustré de ne pas savoir exactement exosquelette, oui, mais quoi exactement, pourquoi faire, comment ça marche, et tutti quanti, puisque Le marché du travail. et puis le marché, effectivement. Je pense que ça suffit. Merci. Maintenant, s'il y a des questions dans la salle, on ne va pas faire circuler le micro pour gagner du temps. Mais qui a une question? Vas-y. Moi, pareil, à peu près ce qui a été dit, je rejoins. Je fais un peu de formation en informatique pour des gens en reconversion d'emploi, donc ils viennent de tout secteur. Donc ce problème se pose effectivement dans tous les environnements, y compris le nôtre dans le numérique, où on a des fois des problèmes de canal carpien et tout. Pour rapport à l'exosquelette, je dirais, est-ce que vous avez pensé aussi peut-être à vous associer et prendre des renseignements en amont? On sait qu'il y a des startups et des sociétés qui travaillent notamment avec la réalité virtuelle pour venir en amont de ce problème-là et aussi régler les environnements avant de poser le problème de la santé. Et du coup, ça permet aussi à vous d'intervenir derrière pour faire le complément de ces choses-là. Voilà, ça peut être une idée qui vient. Après, c'est très intéressant, effectivement, pas seulement dans le poids des charges, mais aussi dans l'ergonomie globale.
peux répondre si. Oui, pour répondre. Merci. Pour répondre à la question, oui, on travaille avec la médecine du travail, par exemple, qui elle réaménage les postes et l'environnement pour éviter tous ces problèmes de troubles musculo-squelettiques. En fait, nous, on vient se rajouter à des questions auxquelles ne peut pas répondre, vu que eux, c'est seulement un réaménagement de poste. Et par exemple, pour porter des charges très lourdes jusqu'à 40 kg, même en réaménageant des postes, c'est très compliqué. Et après, concernant la réalité virtuelle, il y a des logiciels qui existent. On va en acquérir un pour développer notre exosquelette dans ce milieu, dans un environnement virtuel, et voir prouver que ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Et vous ne le prévoyez pas uniquement curatif, mais aussi sur la création de nouvelles entreprises ou pas? Pour l'aide? Pour l'implantation, À l'implantation. on travaille avec des sous-traitants d'aéro qui souhaitent intégrer des modules, des machines-outils sur les fuselages d'avions. Et nous, on vient en tant qu'intégrateur de leurs produits pour respecter les normes aéro. Ça, c'est du plus, on va dire. Est-ce qu'il y a une autre question? Une autre remarque? Oui. Une remarque, c'est-à-dire que l'exemple qu'il vient de donner est, de mon point de vue, super important pour venir étayer un peu son propos, quoi. C'est des exemples comme ça qui parlent bien. Oui, parce que vous parlez vous travaillez avec la direction du travail, l'inspection du travail, vous parlez du coût global pour la collectivité. Bizarrement, vous ne parlez pas du gain de productivité pour l'entreprise, puisque qui est-ce qui doit vous l'acheter, l'État ou les entreprises? Oui, voilà, c'est l'entreprise. Votre client, ce qu'attend votre client, ce serait bien de l'exposer. Oui, d'accord. La vision client. Oui. Et une remarque également, ça s'organise 5 minutes, c'est un petit conseil, mais ils ont l'habitude, ceux qui font des pitchs. En fait, il faut le préparer, il faut les minuter, il faut l'écrire à l'avance, avoir un brainstorm, suivre le truc, dire si j'ai pas passé une partie, je passe à la partie 2, 1 minute 30, etc. Et la partie financière, ça c'est mon dada. Parler d'un prix, d'un marché, d'une marge, de besoin de financement, etc. Tu as des slides sur le marché ou le business? C'était celle-ci. Parce que c'est vrai que tu n'as pas regardé une seule fois le chrono. Oui. Quand on est lancé, on est lancé. Je pense qu'on ne connaît pas l'équipe non plus. Sur les tests, ça donnait 5 minutes. Pour approfondir un peu la remarque qui a été faite sur la présentation, à mon sens, le temps passé sur les exemples était surdimensionné. Et du coup, peut-être qu'en utilisant une simple vidéo, en montrant les exemples que tu as expliqués, en fond derrière toi, c'est suffisant. Sans doute largement, il sera beaucoup plus visuel. Il y avait des portables à solution. Une question peut-être? Je vais quand même le dire. Bonsoir, monsieur Martinet. En fin de compte, simplement, vous étiez votre emplacement et je trouve qu'on vous a mis en place dans une salle et en fin de compte, vous ne l'avez pas organisé vous-même. Et c'est-à-dire que l'ordinateur, le rétroprojecteur, vous ne le voyez pas. Donc comme vous ne le voyez pas, à la limite, vous ne savez pas où vous en êtes. Et de l'autre côté, on refait exactement la même chose, sans dire un seul mot, que des photos. Et si vous arrivez à dire, la personne a compris, je pense que quand vous allez rajouter le texte avec, les gens vont être émerveillés. Voilà. Et l'équipe, sinon, c'est qui? On est 6 associés en fait. Et bon, là, je suis tout seul aujourd'hui, mais du coup, on est 6 associés de nom de la Et je me permets de poser une dernière question, puisque j'ai le micro. Et, combien ça coûte un bras justement pour la poste? Ça coûte un bras. Et un œil. T'as une fourchette de prix? Oui, ça dépend de la gamme en fait. Il y a des gammes non motorisées qui sont à peu près aux alentours de 3 à 4 000 euros. Et après, on peut monter très haut avec des gammes motorisées jusqu'à 30 000 euros. Ça dépend ce que veut le client. Du coup, le sur-mesure est là. Droite-gauche, au milieu c'est laser. Quand tu veux. Bien, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Aurélien Cartel, je suis cofondateur de la société WhatsApp, avec Jean-Romain Pébos ici présent. Je vais vous poser une petite question pour commencer notre présentation. Je voudrais que vous me disiez quel est selon vous le plus grand centre commercial des Hautes-Pyrénées. Alors j'ai Leclerc ici, le Méridien, donc tout le monde est unanime, c'est le Méridien, le plus grand centre commercial de Hautes-Pyrénées.
Alors moi je vais vous dire qu'il y a un centre commercial qui est encore plus grand que le centre Méridien, qui a plus de 50 bars et restaurants, qui a à peu près 500 boutiques, c'est le centre-ville de Tarbes. Alors c'est un peu étonnant, c'est le centre-ville de Tarbes aujourd'hui qui représente le plus de commerce dans les Hautes-Pyrénées. Et pourtant, 80% d'entre nous, on va faire nos courses au Méridien. Alors c'est quand même une problématique, puisque vous avez quand même tout à apporter de main au centre-ville de Tarbes. Et pourtant, on prend la voiture, on va jusqu'au Méridien, on s'enferme dans un endroit assez clos, on fait la queue à la caisse, et pourtant, on pourra aller au centre-ville pour se balader en plein air et profiter de tous les commerces. Alors, cette problématique, c'est pas propre à Tarbes, c'est pas les Hautes-Pyrénées, c'est toutes les villes moyennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes moyennes connaissent une désertification du centre-ville parce qu'on a des bassins économiques qui se situent dans les périphéries. Donc avec WhatsApp, on a identifié des problématiques particulières sur lesquelles on va pouvoir travailler. Donc une communication non maîtrisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Méridien, je prends toujours l'exemple, a un fort potentiel de communication avec des budgets sur la communication. Le centre-ville de Tarbes, c'est chaque commerçant qui a son budget communication. Donc déjà, on n'a pas le même rapport de force. Ensuite, on a une forte population étudiante volatile. Aujourd'hui, la population étudiante de Tarbes, ça représente 10% de la population. Donc 10% quand même, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que c'est à peu près 5000 étudiants sur les 50 000 Tarbais qu'on peut avoir. Alors, il faut savoir que c'est une population volatile, c'est-à-dire qu'elle ne va pas consommer spécialement à Tarbes. Elle va aller consommer du restaurant, du bar, mais elle ne va pas aller spécialement acheter son vêtement ou aller se couper les cheveux dans sa ville d'études. Troisième plan, le tissu associatif important et dispersé. On a à peu près 4000 associations sur les Hautes-Pyrénées. La plupart travaillent chacun de son côté, mais on n'a pas de mutualisation, mis à part les maisons d'association. Implantation de bassins économiques en périphérie, donc le Méridien, très bon exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir des gros centres commerciaux avec plein d'enseignes qui vont s'installer en périphérie des villes moyennes et donc qui vont transférer le flux des consommateurs vers ces pôles économiques. Et ensuite, une idéquation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que les commerçants ne proposent pas spécialement soit le bon outil de communication pour s'adresser à la population, soit les bonnes offres ou les bons produits et les bons services. Alors, on a quelques concurrents sur WhatsApp, notamment sur la partie numérique avec TripAdvisor, La Fourchette, qui sont quand même des applications internationales avec plusieurs millions d'abonnés, mais qui n'est pas du tout adapté aux enjeux locaux. On va avoir The Must, qui est un peu plus local, mais qui reste quand même national. Et ensuite, nos concurrents, mais qui sont surtout nos partenaires, ça va être les associations de commerçants et les collectivités locales qui travaillent sur la redynamisation du territoire. Donc WhatsApp a pour ambition de redynamiser les villes moyennes en perte de vitesse. Donc pour ce faire, on a fait émerger quatre axes de progrès. La première, l'accompagnement des commerçants dans leur développement, c'est-à-dire les former aux outils numériques, leur apprendre à utiliser les réseaux sociaux, créer une page, comment faire du commerce sur une page. Intégrer les étudiants dans les enjeux de la ville. Donc je vous ai dit, il y a 10% de la population étudiante et donc il y a des compétences accrues sur les villes moyennes. À Tarbes, nous avons une école d'ingénieurs avec l'impression 3D, avec des compétences en gestion de projet. Le but, c'est de réintégrer ces étudiants dans les enjeux locaux en les faisant participer à des projets d'amélioration continue, à de la gestion événementielle, à les intégrer dans WhatsApp pour des stages ou à les inciter à créer des sociétés au niveau local et pourquoi pas en intégrant Crescendo. Et ensuite, les deux projets phares de notre société, c'est la communication sur les initiatives locales et la création d'un réseau associatif construit et solidaire. Donc pour la partie communication sur les initiatives locales, notre but est d'implanter sur chaque ville moyenne un city guide. Alors un city guide, ça existe déjà sur les grandes villes, sur les métropoles. À Toulouse, vous avez le city guide. On va l'implanter dans les villes moyennes en proposant tous les événements de la ville, tous les commerçants de la ville et toutes les offres. Chaque commerçant pourra proposer une offre flash ou continue toute l'année pour en faire profiter toute la population. Deuxième plateforme, c'est la plateforme associative. On va mettre en lien toutes les associations qui vont pouvoir mutualiser tout leur matériel et leurs compétences. Une association à Tarbes pourra faire appel à une association d'Albezon qui a déjà organisé un loto pour savoir quel prestataire il a utilisé et avoir des bonnes adresses. Donc WhatsApp, c'est une entreprise en développement. Aujourd'hui, nous sommes au financement et demain, nous voulons devenir une franchise nationale implantée avec une équipe locale dans chaque ville. Juste à temps. 5 minutes pile poil. Ah ouais. J'ai vu que tu as tranché. La parole est aux experts. Alors,
Alors déjà, donc, comme tout à l'heure, la problématique, ok. En plus, là, il y avait encore un peu plus de dynamique. La dynamique, l'appel au public, ok. En revanche, c'est pareil. WhatsApp, on ne comprend pas ce que ça fait avant peut-être la fin, et encore, on ne sait pas si c'est un produit, une plateforme numérique, si c'est une offre de conseil, de formation ou autre. Ça, j'ai toujours pas compris. Enfin, je l'ai compris un peu sur la fin, mais c'est vraiment très très flou pour moi, donc je ne comprends pas vraiment la valeur ajoutée. Le modèle économique, j'ai aucune idée non plus, mais voilà. Donc, la problématique très bien, mais le produit, je ne l'introduis pas aujourd'hui. Donc, je sais à quoi ça répond, mais comment, je ne sais pas. Ouais, on reste un peu sur notre fin là du coup. On peut pas mettre 2 minutes de plus, non? Non, c'est vrai que c'est. Moi sinon j'aime bien le déroulé, je trouve que c'est attractif, il y a des photos, c'est coloré. Enfin, ça nous emmène, ouais, alors, voilà, avec un peu d'hésitation, c'est vrai, voilà, il n'y a pas grand chose à faire pour que ce soit plus fluide et qu'on arrive au business model en fait, qui du coup là est vraiment la question, puisqu'on voit bien, enfin, on a bien compris à la fin, enfin, la façon de l'intermédiation, enfin, en tout cas la mise en relation, enfin, et la promesse qui est quand même de revitaliser les centres-villes, etc., qui est une belle promesse. Moi j'aime bien l'accroche, j'avoue que j'ai bien aimé l'accroche. La question, vous avez un centre commercial, etc. C'est un centre-ville, c'est vrai que moi, c'est la première fois que je l'entends. Pourtant, j'ai passé plus de 20 ans dans le monde du retail. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une approche comme celle-ci. Donc, le plus grand centre-ville, c'est. Enfin, le plus grand centre commercial, c'est votre centre-ville. Voilà, bon, il nous manque effectivement des éléments pour qu'on puisse bien apprécier la pertinence de l'offre, mais ça semble intéressant. Moi, j'ai juste un truc à rajouter. À un moment, tu nous parles des concurrents de WhatsApp, alors que tu ne nous as pas encore, il me semble, parlé de WhatsApp. Donc, ça peut. Ouais, la posture était un peu. Oui. Ouais, du coup, ils ont dit pas mal de choses. Déjà, j'allais dire ça, effectivement, oui, je l'avais noté aussi. Peut-être, juste en plus, je ne sais pas si vous prévoyez après leur donner une espèce de matrice pour les aider à pitcher, non? Non. Enfin, peut-être du coup, 2-3 conseils voilà, qui vont valoir pour tout le monde. D'abord, vraiment pour ta posture, ta voix qui porte bien, tu entraînes beaucoup, tu embarques. Donc, ça, déjà, c'est le bon pitcher de ton équipe, visiblement. C'est déjà pas mal. Ensuite, ce qui est bien, c'est de commencer effectivement par le problème très court, avec une accroche très courte. Ensuite, et ton accroche est vachement bien, je suis d'accord. Après, tout de suite dire à qui ça s'adresse, mais tu le fais en même temps, donc ça va bien. Mais enfin, ça s'adresse quand même aux commerçants, donc il faut que tu le dises bien au début. Ensuite, tout de suite, tu as ta solution magique. Donc, c'est quoi ta solution? Il faut le dire tout de suite. Mais son côté magique, c'est une appli, c'est une plateforme, c'est quoi? Et ensuite, tu vas voir comment ça marche un peu plus, parce que là, du coup, on aurait bien voulu aller un peu plus loin, c'est vrai. Et ensuite, tu amènes les preuves. Donc, les preuves, c'est quoi tes parts de marché, quelles sont vos compétences, est-ce que tu as déjà fait un pilote quelque part, et que ça marche, etc. Voilà. Après, j'aime beaucoup aussi l'idée, et j'ai beaucoup aimé aussi le côté mise en relation des associations. Il y a un vrai besoin, c'est très bien. Est-ce que par contre, vous ne faites pas trop de choses? Ça, c'est un autre problème, c'est plus du fond. Il faut être focus, c'est une des clés de réussite des startups. Peut-être que vous pourriez commencer par un truc, voir après si ça marche, même si vous avez de très bonnes idées, gardez-les dans un carton et que ce soit des leviers de croissance. Après, c'est là où avec 3 minutes supplémentaires, c'est là qu'on voit le lien entre les deux plateformes, où finalement, il y a deux plateformes, mais finalement, il y a un lien évident au prochain pitch. Je reprendrai ici et je continuerai sur la suite. Tu peux être plus court sur le problème aussi, pareil. Pareil, on a très bien compris ton accroche, ça suffit en fait. Peut-être rajouter un truc en fait intéressant quand tu montres les concurrents, finalement, parce qu'en fait tu fais le pendant entre le centre commercial et le centre-ville. En fait, tu pourrais faire le même pendant entre Triple La Fourchette et votre plateforme. Ouais. Parce que Triple La Fourchette, on sait que c'est à qui ça appartient. Enfin, tout ça, ça a été racheté par Google et compagnie. Donc en fait, tu as des gens qui vont plutôt t'emmener vers les GAFA, en gros. Donc le GAFA, c'est plutôt le centre commercial, et puis nous, notre plateforme, c'est plutôt le centre-ville. Donc tu as
histoire je trouve que c'est assez intéressant de rebondir sur ce truc-là. Et voilà, sans être anti-GAFA, mais en tout cas, tu vois, t'as un peu quand même. Je me juge pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. D'abord une remarque, l'élocution impeccable tout le long. Ça, ce n'est pas du tout évident de garder le rythme. Il y a quand même beaucoup d'infos. D'ailleurs, vous avez avancé beaucoup plus dans l'exposé. Ça, c'était très bien. Et le problème, c'est que vous souffrez. Il y a beaucoup d'occurrences que vous avez voulu développer dans chaque slide. Effectivement, peut-être ne pas développer parce que c'était au détriment de la fin de l'exposé. Tout à fait. Ouais. On continue dans la même idée. Attention à certains éléments du style communication non maîtrisée de la part des commerçants locaux. Non maîtrisée, c'est peut-être un peu fort. Peu maîtrisé, ce serait peut-être mieux. Et puis attention, vous avez oublié que quand même dans l'animation locale, et vous l'avez rappelé comme étant des partenaires, il y a des associations de commerçants qui font un travail déjà de commercialisation, il ne faut pas les oublier, et pas dire que c'est que les commerçants eux-mêmes qui ne maîtrisent pas leur activité. Ouais, en fait, il y avait une partie où il y avait par exemple l'association de commerçants de Tarbes la plus importante, et en fonction du timing, c'est vrai que là, ça a été un peu passé. Je voudrais revenir sur une phrase, il faudrait peut-être la modifier, parce que personnellement, je l'ai trouvée un peu vexante. C'est quand vous parlez du centre Leclerc, les gens vont faire la queue, ils vont s'empiler, mais il y a beaucoup de gens qui vont par obligation, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est loin, parce qu'ils ne peuvent pas aller en ville à cause des bus, à cause de leurs horaires, à cause de leur adaptation. Et là, la façon dans laquelle vous l'avez faite, je trouve que ça fait du rentre-dedans et vous risquez d'avoir un effet boomerang, donc peut-être la tourner autrement. Je peux comprendre. Après, l'objectif de l'approche, là, c'était un peu pour faire réagir notamment sur le week-end, parce que c'est le public du week-end qui est assez visé dans les centres-villes. Le public de la semaine est quand même assez orienté, c'est-à-dire que vous avez les travailleurs du centre-ville qui vont être en centre-ville. Là où on essaye de vexer les gens, c'est se dire, samedi après-midi, admettons, vous ne travaillez pas, est-ce que dans la logique, ce ne serait pas agréable d'aller en centre-ville? Mais je comprends ce que vous me dites là, tout à fait. Pour faire avancer. Tout à fait. Ah non, mais je suis là pour avancer aussi. Je trouve que le bénéfice pour les commerçants, les associations est un peu mis en avant. Par contre, le bénéfice pour l'utilisateur, un peu moins. Alors que pour que ça marche, il faut qu'il y ait du bénéfice des deux côtés, il me semble. Ah non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, le bénéfice pour l'utilisateur, là, ça va être... Alors, c'est pareil, on n'a pas développé la totalité, hein, mais dans l'application, par exemple, le City Guide, le bénéfice, c'est que pour le commerçant, c'est de pouvoir proposer une offre. Pour la population, c'est de pouvoir bénéficier de ces offres et en plus d'avoir accès à tous les événements, etc. Donc c'est un pack en fait pour la population. Alors il y a des lignes d'activité où ils ne vont pas le ressentir en direct. La partie étudiante, la partie accompagnement des commerçants, c'est du bénéfice indirect, mais finalement ça se fait ressentir au niveau de la population tarbaise. Après, les outils en eux-mêmes, c'est un réel service pour les populations de villes moyennes, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas d'outils numériques dignes de ce nom comme vous pouvez avoir dans les grandes métropoles. Vous avez le Petit Tout, le Petit Paumé à Bordeaux, qui sont des outils très utilisés et qui permettent de retrouver en un clic le commerçant dont on a besoin, le restaurant qui nous propose une offre à cette heure-ci de dernière minute ou un événement particulier de la ville. Mais c'est vrai que comme tu as comme à chaque fois qu'on a une plateforme, on a toujours deux communautés, et c'est bien que tu en parlais dès le début, c'est de bien faire le lien entre les deux, et ensuite d'expliquer les bénéfices pour les deux. C'est important que tu le dises dès le début quand tu parles du problème, à qui ça s'adresse. Ouais. En fait, tu as deux types de cibles, et donc deux types de problématiques qui sont réglées par un outil. Au niveau de l'accroche, au début, l'accroche elle est bien faite, hein. Mais opposer la grande distribution, les centres commerciaux périphériques au centre-ville, la problématique elle n'est pas essentiellement celle-là, c'est essentiellement aussi les commerces de centre-ville aujourd'hui qui sont concurrencés par le e-commerce, qui fait que on a un taux de vacances dans les centres-villes qui devient de plus en plus important. Juste, j'étais super emballé et j'entendais application. Donc, je regardais s'il y avait une application pour recevoir. Non, alors sur la fin, c'est là qu'on voit en fait le bourgeon qui est en train de devenir une plante et dire qu'aujourd'hui on en est à la deuxième étape,
C'est-à-dire que le financement est en cours via la plateforme Litchi. Et là, vous avez tout le détail du projet. Et là, on en est, le développement est lancé et le lancement se fera en septembre 2016. J'avais aussi des questions, mais trop tard. Du coup, le prochain, 5M développement, vous pouvez l'applaudir. Alors, 5M développement ou Balco? Balco. Allez. Vous avez le... Droite, gauche et mouvement laser. Et je démarre le chrono quand tu commences. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sébastien Moirouet, je suis le formateur de 5M Développement. À droite, non. Voilà, pardonnez-moi. Donc, saviez-vous que 2 Français sur 3 prennent l'apéritif tous les samedis soirs? Donc, si on compte un peu, on arrive à peu près à 37 millions d'apéros qui sont pris toutes les semaines. Malheureusement, hormis des cacahuètes, des chips, des olives, l'offre en produits sains, original et assez simple est relativement limitée. On est sur un marché relativement important puisque on parle de 1,7 milliard de volume d'affaires et globalement il est monopolisé, il est dominé par 2 acteurs que sont Lay's et Ben & Nuts qui sont sur les chips et les graines salées. Or les tendances sont assez lourdes sur le marché puisque les consommateurs de plus en plus recherchent les produits sains, les produits qui sont sans ingrédients, sans allergènes, et donc qui recherchent vraiment des produits simples qui puissent être consommés rapidement. Également, ils cherchent de l'exotisme, c'est-à-dire que c'est un moyen de trouver des cultures culinaires d'autres pays. Hormis les 2 acteurs relativement importants que je vous ai cités tout à l'heure, on peut citer 2 nouveaux entrants. On a Happy Earth qui a récemment lancé une gamme de produits frais et libre-service, que sont guacamole, tzatziki ou encore mousse. Mais c'est une affaire qui propose des gammes de produits frais avec des DLC relativement courtes, donc des dates de consommation courtes, un pricing relativement élevé, et c'est des produits qui existent déjà. Le deuxième acteur, qui s'appelle À la table de Mathilde, c'est également un acteur relativement important, qui propose une gamme de produits extrêmement large, épicerie sucrée salée, et positionné sur l'épicerie fine. Donc, c'est un acteur qui n'est pas forcément positionné sur l'apéritif, et il propose également des produits de haut de gamme, avec un pricing relativement élevé. Me concernant, donc je m'appelle Sébastien Marou, j'ai passé 13 ans à développer la grande distribution dans les pays du sud de l'Europe. Et là-bas, j'ai trouvé et découvert des procédés fantastiques, notamment de production pour griller les légumes et les confire. Donc en m'associant avec un producteur agriculteur, j'ai décidé de développer cette activité à mon retour en France pour lancer la marque qui s'appelle Balco, que vous avez ici. Cette marque est destinée essentiellement aux épiceries fines et je propose des produits qui sont du tartinable, des produits sains, sans allergènes et des produits également avec un minimum d'ingrédients puisque la majorité des produits comportent 5 ingrédients tout au plus. Le deuxième projet que j'ai ici, c'est le lancement très prochain, d'ici septembre à octobre, de ces mêmes produits dans la grande distribution. Donc là, vous avez l'échantillon des différentes gammes de produits que j'ai pu lancer en juin dernier, puisque c'est une jeune société, start-up, je ne sais pas encore. Et le succès commercial est au rendez-vous, puisque j'ai quasiment vendu 30 000 produits en l'espace de 6 mois. Donc la faisabilité de ces produits en épicerie fine sur ce segment, je dirais alternative premium, a été validée. Donc moi, je crée, quels sont les avantages? Donc les produits sains, je l'ai précisé tout à l'heure, donc c'est des produits sans allergènes, des produits naturels, puisque j'ai très peu d'ingrédients. Je propose des produits exotiques, puisque je suis le seul sur le marché à proposer ces types de produits, donc ces combinaisons de goût. Et enfin, c'est des produits simples, puisque c'est des produits secs, avec des conservations relativement longues. C'est également des produits tartinables, avec un minimum d'ingrédients. Qu'est-ce qui me différencie par rapport aux 2 acteurs que je vous ai évoqués tout à l'heure? C'est que d'une part, je fais des produits de haute gamme, des produits extrêmement qui sont très bons, puisque tous les clients à qui j'ai fait déguster les produits, sur 10 personnes, 8 achètent, quel que soit le prix. D'autre part,
c'est des produits qui sont accessibles en termes de prix. Je suis positionné sur le marché de l'épicerie fine à un niveau d'entrée de gamme. D'autre part, étant donné que je propose des produits innovants et relativement originaux, c'est ma différence vis-à-vis des deux acteurs que je vous ai cités tout à l'heure. Par rapport à ma stratégie, je vous ai évoqué donc la première marque qui se positionne sur le marché de l'épicerie fine. Et la stratégie à court terme, c'est de lancer la marque, une deuxième marque qui est en cours en termes de communication, au niveau de la GMS. Donc actuellement, j'ai validé d'ores et déjà le premier financement donc auprès du réseau Entreprendre et auprès d'une banque. Et pour l'année prochaine, j'ai un besoin de financement de 100 000 € pour développer et renforcer mon besoin de fonds de roulement. C'est moi qui commence. Bon. On peut goûter? Ah, super. Non, mais après. On a parlé de corrompre le jury. Bon, tout paraît parfait. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Si, en fait, peut-être un petit peu deux, trois petites choses dans la forme. Mais sinon, finalement, la problématique est bien posée. Le marché, le produit, la solution, son succès, finalement, et puis la stratégie court terme, GMS, spécifiquement. Peut-être la rentabilité, puisque finalement il y a un besoin de financement, donc c'est un investissement, est-ce que c'est un investissement, est-ce qu'il y a des investissements importants pour pouvoir continuer de se développer, la distribution, etc. Parce qu'on sait que, peut-être le réseau des épiceries fines, alors c'est un réseau éclaté en même temps, donc c'est pas facile à adresser, mais quand on rentre dans les GMS et les, je sais pas si c'est prévu d'aller dans les hypermarchés, mais c'est d'autres problématiques, avec des frais plus, peut-être plus, c'est ça, des frais de corruption. Voilà, bon. Après, sur la forme, peut-être retravailler un petit peu le fil quand même, parce qu'il y a des moments où finalement il y a des répétitions. On se rend compte que ça part et ça revient, et plusieurs fois finalement on répète que l'avantage c'est celui-ci, etc. Donc peut-être juste retravailler un petit peu le fil pour qu'on discute sur les choses, comme ça on en dit plus, c'est plus percutant en fait. Parce qu'il y a des petites. De temps en temps on se promène un peu, mais sinon sur c'est parfaitement clair, quoi. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, on a juste envie de goûter, donc c'est déjà pas mal. D'ailleurs, j'ai le pot, peut-être que je peux faire ça. Du coup, comme il n'y a pas grand-chose à dire, en plus Fabrice a dit pas mal de choses aussi, du coup, comme c'est assez mûr, c'est un projet qui n'est pas tout neuf, hein, il y a quand même pas mal de preuves déjà apportées, donc c'est bien. Peut-être que sur la forme, ça peut être retravaillé avec des images peut-être un peu plus percutantes. Il y a quand même du boulot de fait, on le voit au début, avec des images de films, etc. C'est sympa. Et ça pourrait être peut-être au niveau esthétique un peu plus encore travailler sur le design, voilà, parce que comme le fond ça va bien, autant retravailler encore un peu la forme. Oui, alors moi c'est un peu biaisé parce qu'en fait je ne savais pas que c'était Balco, puisque j'avais vu 3e développement. On a eu la chance lors de notre événement d'être assis côte à côte, donc en fait il m'avait déjà pitché Balco. La surprise ça a été plus de voir là, donc voilà. Et quand j'ai vu Balco sur les slides, sur l'événement, je pensais que c'était surtout un partenaire de l'apéro et qu'on allait goûter des Donc, sinon, effectivement, moi, j'ai tout compris. Je trouve que le déroulé, il est bien, c'est dynamique. Après, quelques remarques au niveau des slides. Effectivement, apéro, ça rime pas mal avec peps. Au tout début, les slides, je trouve, manquent de peps, de couleurs, voilà. Ensuite, effectivement, il y a une bonne connaissance du marché et des produits. Là, je connais un peu l'histoire, donc je sais pourquoi il y a cette bonne connaissance du produit et du marché. Le secteur, c'est un secteur porteur, effectivement, produit sain, je veux dire presque éthique. C'est des trucs qui sont dans le bon sens du terme et qui me vont bien. En revanche, effectivement, je pense qu'il faudrait, parce que moi j'ai eu ce pitch aussi,
axer un peu plus sur le côté storytelling, aller un peu plus profond sur l'origine du truc, presque le côté, je sais pas, familial, enfin, ce que tu m'avais raconté. Et les gens aiment bien un petit peu connaître la genèse du truc, comment ça, ils aiment bien être embarqués dans l'histoire. Donc c'est peut-être bien de revenir là-dessus, parce que je connais le truc. Voilà. C'est vrai que là c'est très technique. Mais c'est Alors oui. Une chose que je n'ai pas compris, produit sec et tartinable, je n'ai pas compris comment un produit pouvait être sec et tartinable, mais bon, ça c'est peut-être que moi qui suis bon. Pour répondre, c'est des classifications un petit peu empiriques en distribution, donc tout ce qui est sec, c'est tout ce qui se conserve, tout ce qui a des délais de conservation longs. Donc on peut avoir du pâté, c'est sec, parce que avoir du pâté acheté dans un bout de... C'est une terminologie que tout le monde n'est pas obligé de comprendre. Ça, c'est des wordings qu'il faudrait peut-être soit expliquer ou soit repréciser. Oui, au fond. Oui. Je voulais juste faire remarquer, il y a deux petites fautes d'orthographe qui traînent dans les slides, et c'est vrai que Lesquelles? Consommateur que j'y passe, mais je n'ai pas fait la collation. Moi, j'ai cru que c'était des légumes cuits qui étaient à proposer à mettre pour faire des sauces, des choses comme ça. Je n'ai pas réalisé que c'était rapide. Alors, je n'ai pas tout expliqué dans les produits, mais globalement, le produit, on peut l'utiliser soit dans l'apéritif, soit en complément de sauce, pour les sauces, pour les baskets, etc. Ou encore pour accompagner une viande, un poisson. Vous voyez, il y a 3 utilisations. Mais j'ai axé essentiellement, si vous voulez, le pitch sur l'apéro, parce qu'il y a un marché clairement défini, axé sur les sacs là qui font des sauces, c'est assez compliqué. Dans la présentation du produit, on n'a pas ce... Alors, on voit que c'est un bon produit, c'est de la belle qualité et les couleurs sont très, on va dire, invitantes. Mais peut-être effectivement sur la présentation du produit, qu'on ait cette double appartenance, sauce et apéro. Voilà, c'est ça. Je suis pas sûr. J'avoue que je n'avais pas capté ça. Ok, je comprends. Sinon, je l'aurais acheté. J'en ai. Oui. Vous avez terminé par vous auriez dû commencer par ce que vous avez fait tout à l'heure. Vous êtes dépassé pour aller chercher un produit. Je crois que le monsieur d'arriver bien qu'il aurait un produit posé sur la table. Ça porte le décor d'entrée. Même si on a compris que le projet est bien avancé, que c'est assez clair, après c'est vachement coloré. Peut-être que vous aussi, vous auriez un peu plus coloré. Je sais pas, ça peut attirer l'œil aussi. Bon, c'est vrai que la présentation du diaporama, elle manque peut-être un peu d'énergie, c'est clair. Après, la question a été posée entre le produit sec et le produit. Je pense que ça, c'est vachement important. Pour moi, c'était, vous aviez aussi des produits style chips ou autres, etc. Moi, j'ai implémenté ça comme de la tapenade. Je me suis mis à l'époque à la manger. Enfin, voilà, des petits détails comme ça qui doivent être précisés. Ok, merci. Vous insistez sur l'aspect sain, authentique, etc. Il y a 2 questions que je me posais. La première, je n'ai pas compris si c'était fabriqué, si c'était local comme producteur, je n'ai peut-être pas bien. Non, pas du tout, c'est fait en Macédoine, en Pélagonie. D'accord. Et après, dans l'aspect authentique et tout, ce qui est à la mode aussi, c'est le bio. Alors je ne sais pas si c'est une orientation que vous prenez. C'est pas bio, il n'y a pas de certification. Mon frère me disait, puisqu'il fait partie de l'affaire aussi, que c'est de la culture raisonnée, puisque c'est un petit pays où ils utilisent très très peu les pesticides et les engrais. La filière agricole là-bas est extrêmement morcelée. Ils ont très peu, ils l'utilisent très peu. Mais je ne mets pas ça en avant, c'est pas bio, parce que je n'ai pas de certification, donc je ne le mets pas en avant. D'accord. Et dernière question, est-ce qu'entre le produit de grande surface et le produit dont vous avez déjà lancé la marque, est-ce que ça sera le même niveau de... Il y aura des différences au niveau du produit, est-ce que ce sera exactement la même chose? Alors moi, poser la question, moi mon but c'est d'offrir le produit à tout le monde. Alors est-ce que je vais modifier un produit parce que sous prétexte qu'il va chez Leclerc ou qu'il va chez Olivier & Co à Tarbes, ça n'a pas de sens. Donc moi le sens c'est avoir des produits peut-être plus adaptables, des grammages plus courts, pour positionner plus sur l'apéritif, parce que l'apéritif on prend un pot le samedi soir et puis après on oublie le pot, ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est peut-être une marque avec un ton plus jeune et plus dynamique, plus accessible par rapport à la gamme Balco que je propose. Et troisièmement, c'est une gamme beaucoup plus courte. J'aurai 4 préférences en grande distribution. Pour répondre à votre question, ça sera le même produit. Comme
comme peut-être 80% des industriels font, mais ne le disent pas. Et voilà, c'est pas le, voilà. Si le consommateur Je le savait, dis. il apprécierait moyennement. En fait, il y a ce qui change. Ouais. Moi, bêtement, je me suis posé la question de la signification du nom. 5e développement. Voilà. J'ai pas compris, j'ai pas forcément fait le lien entre le nom et le produit que vous vendez. Alors, 5e développement, c'est la société Chapeau qui supporte donc la marque Balco que j'ai enregistrée à l'INPI. Donc Balco, c'est pas une entité légale. En revanche, pour répondre à votre question, 5e développement, c'est une affaire de famille. Je m'appelle Sébastien Moirou et il y a 5 associés qui s'appellent Moirou dans l'affaire. Donc à un moment donné, on brainstormé pourquoi ne pas nous appeler 5M. Le développement, c'est un petit clin d'œil, c'est un mot anglais. Parce que j'ai bossé 13 ans, je parlais anglais, bossé 13 ans là-bas, donc développement, ça se comprend de là-bas ici. D'où l'importance, ça fait par rapport oui, voilà, non, mais j'ai bien noté l'histoire côté storytelling. C'est peut-être intéressant de faire ce lien. Pourquoi Balco? Pourquoi Balco? Alors Balco, j'ai travaillé donc avec une fille très bien qui m'a proposé plusieurs noms. Moi, je lui ai donné 2 axes. Premièrement, je voulais un nom en 2 syllabes. Et deuxièmement, je voulais un nom qui n'ait aucune signification, aucun rapport avec de la nourriture. Et elle, Balkan, Balco, why not? Et moi, alors Balkan, je veux pas, parce que c'est vrai que même si je suis... La suite à l'apéro. Merci beaucoup. On va accueillir votre dernier pitch. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le dessin au retour? Oui. Ouais. Ou alors, tu vois, tu peux le mettre ça, le regarder, savoir où j'en suis, plutôt que de tourner le dos à chaque fois. Je te laisse faire. Très bien. La zapette. Ça. Quand tu veux. Bon, alors, je peux commencer par une blague parce que je suis un peu stressée. J'espère qu'il n'y a pas de belge dans la salle. C'est moi, mais c'est pas grave. Est-ce que vous savez comment on détruit un bateau belge? En le mettant à l'eau, tout simplement. Maintenant, est-ce que vous savez comment on détruit un vêtement? En le mettant. Alors, le constat aujourd'hui, c'est que vous achetez un vêtement, vous le lavez 2 fois et il ne ressemble plus au vêtement que vous avez acheté initialement prévu. Ça, c'est de l'obsolescence programmée et c'est la faute du fast fashion. Alors, fast fashion, c'est une réactivité maximale de l'industrie de la mode et du textile aux tendances. Alors, ça peut être de la tendance météo ou de la tendance purement fashion. Kendall Jenner sort de l'aéroport avec un petit blouson léopard. 10 jours plus tard, dans les boutiques, vous avez la panoplie Kendall Jenner à prix très attractif. Vous la connaissez pas, c'est normal. Les grands acteurs de fast fashion, c'est Zara, H&M, Mango, Primark. Et pour proposer des prix toujours plus attractifs, ils sont obligés de serrer les coûts de production. Alors les conséquences de ça, c'est des conditions de travail inhumaines, abominables au tiers-monde, des catastrophes humanitaires, la pollution de la planète, et en plus le consommateur, il se fait arnaquer. Alors, je vous présente Maria, la styliste de notre binôme. On s'est rencontrés et on était tout à fait d'accord sur cette analyse. Et donc, on avait 2 profils complémentaires. Donc, moi, je m'appelle Cyrielle et je suis une spécialiste du marketing et des relations publiques. Et sur cette photo, vous voyez que j'adore mon métier. Alors, de cette rencontre est née une idée, la naissance d'une marque de vêtements, donc du M Project. C'est pas le nom définitif, mais c'est le nom pour l'instant du projet. Et on a réfléchi sur les valeurs que cette marque de vêtements devait respecter. Donc elle doit respecter l'environnement, le travailleur, toujours l'aspect social, et surtout évidemment le consommateur. Alors l'atout numéro 1 qu'on a identifié dans ce projet, c'est que nous vivons en France, ce magnifique pays, qui est le pays de la mode et du savoir-faire d'excellence. Mais la France, pour commencer, les recherches, c'était vaste. Alors on a réduit nos recherches sur les Pyrénées. Et puis on est venu l'atout numéro 2, c'est de vivre en Occitanie, région Midi-Pyrénées, je suis encore à l'ancienne. Et tout simplement parce qu'elle est championne de production en fibres textiles, enfin en fibres naturelles. Et ça, c'est grâce au mouton. C'est le mouton produit de la laine, et donc ça nous fait des vêtements en laine très chauds pour l'hiver.
Voilà, nous avons notre collection hiver. Donc il fallait qu'on continue, du coup, trouver d'autres tissus. Donc on s'est penché sur le cuir de poisson, le cuir d'ananas, le chanvre, et puis on a trouvé la pépite, le fournisseur local qui récupère des vieux jeans, qui les broie, qui les repasse dans la machine à tisser. Et ça s'inscrit dans l'économie circulaire, ça préserve la planète, et ça, j'achète. Alors, sur le marché de la mode éthique, les grandes marques et les consommateurs se renvoient un petit peu la balle. Les grandes marques disent que le marché n'est pas encore mûr. En même temps, les consommateurs ils disent regardez ce que vous nous proposez, franchement, c'est pas terrible. Alors, du coup, évidemment, la grande ligne du M Project s'est dessinée. Nous voulons proposer des vêtements chics, citadins, haut de gamme, des indispensables d'une garde-robe sur lesquels voilà, on est toujours, c'est-à-dire des tailleurs, les petites robes noires, des costumes et surtout des tenues que vous pouvez porter en toutes circonstances. Le fast fashion vous promet aujourd'hui d'être tendance. Nous, ce qu'on vous promet chez M Project, c'est d'être mis en valeur grâce à des vêtements parfaitement taillés. On sait aujourd'hui que 90% de l'industrie de la mode, regardez le chrono, je suis dans les mains, 90% de la mode française, made in France, part à l'étranger. Mais avant d'avoir aussi grand, puisqu'on n'a pas encore sorti notre collection, si vous avez aimé le Project et que vous aussi vous êtes dit, et ça, j'achète, likez notre page Facebook. Bon, pour quelqu'un qui était stressé, je pense que c'était pas mal du tout. La présentation, tout compris, la dynamique, à la fois de la dynamique et de la com sur le produit, super, le positionnement, super. J'avais une deuxième question, c'est est-ce que vous faites pour hommes aussi? Donc, pour moi, ça me va très bien, je regarde ce que j'avais noté aussi. Effectivement, la demande du consommateur, c'est dans la tendance, et je pense que de plus en plus, le marché est en train de se retourner. La question, c'est à quelle vitesse il va se retourner. Mais je pense qu'il y a quand même une tendance vraiment très importante. Bon, les grands, ils n'y vont pas, parce qu'effectivement, ils attendent de savoir si on peut faire de l'argent dessus pour y aller. Mais il y a du coup, là aussi, j'ai été un peu spoilé, puisque là aussi, on s'était vu, et vous avez pitché, même si c'était 10 minutes, je ne découvrais pas totalement, mais bon, là, j'ai bien compris. Ce que je n'ai pas compris, en revanche, c'est où en était l'entreprise, comment dirais-je, à quel moment, enfin, où elle en est dans sa maturité, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous ne parlez pas de... On ne sait pas si vous cherchez de l'argent, si vous cherchez des partenaires, si vous cherchez des relais de communication. Ça, je suis un peu... Vraiment, je restais sec là-dessus. J'ai bien compris le positionnement, mais le reste, so what? Où on va, comment, avec qui là, je ne sais pas quoi dire. Alors aujourd'hui, notre collection, elle est en cours de création, tout simplement. Donc c'est vrai que notre styliste... a le cœur de faire les choses bien et c'est un tout petit peu long. Donc aujourd'hui, moi, sur la partie marketing, j'essaie de fédérer un maximum de personnes qui seraient potentiellement intéressées par des potentiels clients, tout simplement, pour que le jour où la collection sera prête, on puisse communiquer de façon très efficace. Donc certainement, là aujourd'hui, je ne l'ai pas précisé, mais M Project, ce n'est pas le nom définitif, la marque est en train d'être déposée à l'INPI, donc on attend la validation. Et tout simplement, le lancement sera certainement prévu pour septembre, et à ce moment-là, on lancera une campagne de financement participatif, puisque ça, nous pouvons aujourd'hui le fabriquer nous-mêmes. C'est-à-dire, on récupère la laine, on l'envoie à la filature chez le tisserand, et on récupère le boulot. Donc il faudrait un peu... Et ça, j'en ai pas parlé, parce que comme c'est pas immédiat, voilà, j'ai préféré ne pas... Pourquoi pas à l'avance de phase, de lancer la campagne à l'avance de phase, même si le produit et la collection n'est pas prête? C'est-à-dire que moi, je me positionne à la place du consommateur, je me dis, j'ai quand même envie de voir quelles sont les créations qui pourraient se faire. Bon, c'est voilà. Le projet a débuté officiellement début février, donc voilà. On sent, enfin, c'est bravo pour le pitch déjà, parce que c'est vrai que on est bien emmené en fait, hein, donc on se promène avec vous, puis il y a des boutons sympas, tout ça, il y a des clins d'œil chouettes.
Donc le pitch est très bien. Après, effectivement, on sent qu'il y a encore un petit peu de maturité. Là, vous avez lancé, on peut voir vos produits sur Internet déjà. Vous avez déjà lancé des catalogues. Oui, sur vous. Vous avez le premier prototype sur moi. D'accord. C'est le tout premier qui est sorti de l'atelier tout à l'heure en urgence. On voit encore les traces de crêpes. L'atelier est en France, hein, l'atelier est dans la région. Exactement. Oui, c'est ça. Entre Tarbes et Valère. D'accord. Donc d'accord, il y a les boutons qui sont ici, et l'atelier aussi, donc tout est. Haute-Pyrénées, tout au plus un peu, en Haute-Garonne, mais c'est des étrangers. Très bien. Bon, effectivement, après, il faut imaginer le reste, quoi. Le marché, enfin, tout le. Mais bon, je pense que ce sera les prochaines étapes, quoi. C'est ça. Bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Pareil, vraiment pour le pitch. En plus, c'est bien, il y a des filles quand même qui pitchent ce soir, c'est bien parce que voilà, il y a besoin. Et bravo parce que vous en avez vraiment bien, effectivement. Et puis, il y a plein d'humour. Enfin, on est vraiment embarqués. D'ailleurs, je n'ai pas pris de notes parce que on est un peu sous. C'était pas de charge un peu. Oui, puis on a peur de rater une blague, alors surtout sur les Belges, alors. Non, je suis que d'origine, donc ça. Oui, effectivement, moi j'aurais peut-être bien aimé avoir un peu plus de renseignements sur ce que vous avez projeté au niveau financier quand même, sur comment vous les distribuez. On aurait bien aimé avoir peut-être un peu plus de renseignements là-dessus. Est-ce que vous allez ouvrir vos boutiques? Est-ce que vous allez distribuer dans des boutiques? Lesquelles? Parce que vous avez quand même toute cette chaîne de valeur éthique. Donc jusqu'où vous allez dans cette éthique-là. Et voilà, ça aurait été bien, réseau de distribution et projection financière quand même, parce que vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Après, on a bien compris, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit, il y a peu aujourd'hui de marques qui sont positionnées sur ce positionnement éthique. Et puis la photo est marrante, parce que c'est vrai que quand on veut acheter le titre, voilà, on est obligé d'être bas, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir comme style. Donc je trouve ça très intéressant. Et donc on a envie aussi de savoir ce dont vous avez besoin, parce que on pourrait avoir envie de vous aider, effectivement, une campagne de crowdfunding serait pas mal, etc. Voilà. Facebook, tout à fait. Voilà. C'est vrai que ça rappelle un peu le début des marchés bio, en fait. Les premiers marchés bio, c'était vraiment plutôt, je me souviens, au parc floral, là, c'était pour les babacools, quoi, on va dire. Et alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça, c'est complètement. Alors ça, c'est même un peu trop professionnalisé. Mais voilà, c'est vrai que. Si je peux rebondir, par exemple, on a été un projet qui a été repéré par la French Tech. Et c'est vrai que au début, on voulait faire une gamme exclusivement féminine. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'acteurs économiques qui sont pour le Made in France, et bon, ils n'ont pas de quoi s'habiller Made in France, quoi. Et donc du coup, à ce moment-là, on s'est dit, mais peut-être qu'il faudrait aussi développer le côté homme de la collection. Je ne connaissais pas le concept de fast fashion. Alors, si vous lisez beaucoup Biba, mais du coup, c'est vrai qu'il faudrait que vous trouviez une légérie de la mode française. Exactement. Qui pourrait porter le vêtement et qui pourrait faire la promotion. Je vais interpeller sur Twitter. Exactement, pourquoi pas, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un coup de chance. C'est vrai. Après, j'avais peut-être juste une remarque, c'est que ici, il y a pas loin d'ici, il y a une entreprise qui s'appelle Lolaire, évidemment vous connaissez, qui fait des bérets, oui, c'est ça. avec une filière laine qui est peut-être pas, enfin en tout cas à ma connaissance, elle n'est pas ici, cette filière laine. Et il y a peut-être quelque chose, une ouverture peut-être à faire en travaillant ensemble sur une filière locale qui pourrait être vraiment très intéressante, parce que c'est pas la peine de faire venir la laine d'Australie alors qu'il y a des moutons ici et des bergers qui jettent la laine. Exactement. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, le mouton pyrénéen, il a 80% de mérinos dans ses gènes. Voilà. Ça, on l'oublie. Alors on va chercher toujours le mérinos en Australie, alors que, bon, à 20% près, il y a les mêmes il faut aller voir les bérets et leur dire. C'est ça. Vous connaissez, il y a une autre société qui fait des chaussettes en laine des Pyrénées parce qu'ils se sont rendus compte que la laine, comme elle était pleine de paille en général quand on tombait, elle partait à la déchetterie. C'est ça. Vous la connaissez cette société? C'est une asso en fait, je vous donne. Altola. On connaît tous les acteurs sur les Hautes-Pyrénées. On a voulu tous les contacter pour échanger des expériences. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. J'ai une question à vous poser, je voudrais que vous le preniez bien.
moi je suis un inventeur, j'ai inventé un produit et je galère depuis 2 ans. Et vous, de votre côté, vous allez fabriquer quelque chose, mais il y a peut-être des gens qui ont déposé des brevets et ils vont attendre que vous grandissiez un petit peu pour après vous torpiller. Est-ce que juridiquement, vous avez le droit de fabriquer quelque chose qui ressemble un petit peu à l'autre vêtement et qu'une grosse société va vous attaquer? Vous voyez? Alors c'est pour ça que la collection est difficile à sortir, puisque justement le but c'est de faire des vêtements qui soient à la fois indispensables et à la fois non copiables. Donc Maria, mon associée, je ne l'ai pas mentionné parce qu'il fallait faire un choix dans le pitch pour que ce soit percutant. Elle a travaillé dans des ateliers haute couture, donc Dior, Chanel, Alexander McQueen, que ce soit à Florence ou à Paris. Donc elle connaît bien tout ce volet-là, tout cet aspect-là de création. Donc effectivement, sur ce côté-là, mon binôme, qui n'est pas là aujourd'hui, qui m'a lâchement abandonné, est capable de gérer cette problématique-là. Bravo. Oui. Une autre remarque, une autre question? Alors peut-être que c'est peut-être le moment, comme je suis la dernière, de faire les remerciements. Donc à Étienne qui nous supporte tout au long du projet, à Michel qui nous a fait une super animation pitch, qui nous a motivés parce qu'on n'avait pas envie de participer, puis on est sorti, et là on s'est dit bon allez on va le faire. La Mêlée à Dour, évidemment qui a organisé ça, French Tech, et puis Soapi qui est notre sponsor mécène numéro 1 puisqu'il nous loge gratuitement dans ses bureaux. Donc il prend les entrepreneurs SDF en charge quelque part. Voilà. À qui j'ai demandé de revenir en fait ici, puisque j'ai oublié de le préciser, mais il y a un prix en fait ce soir. La Mêlée à Dour offre 1 an d'accès au Fab Lab qu'ils sont en train de mettre en place, que j'ai visité tout à l'heure. Il y a des imprimantes 3D, il va y avoir des découpeuses laser, il va y avoir des scanners 3D, enfin, plein de trucs avec 3D et voilà. Donc où sont les 3 autres pitchers? Et en fait, voilà, pour le pitch qui a été le plus clair, le plus percutant, j'ai demandé de faire un maximum de bruit. Et à la fin, donc, la start-up qui aura eu le plus d'applaudissements aura accès à 1 an. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui. Voilà. Donc on commence à gauche. Donc pour M-Project. Pour le projet WhatsApp. Pour le projet Balcon. C'est serré, c'est serré. Pour le projet HMT. Ah, c'est très serré. Et puis je pense qu'il y avait un peu plus d'applaudissements. Du coup, on peut les applaudir tous les 4. Avec la Mêlée à Dour. Très bien. Et tu as l'air de les connaître, donc ça ne devrait pas poser de problème. Merci encore à vous. J'aimerais qu'on applaudisse les 3 experts d'avoir joué le jeu. Vous avez quelques éléments pour vos pitchs pour que demain, si vous devez repasser, ça cartonne. Merci encore à vous, merci à la Mêlée à Dour et à Crescendo de nous accueillir. Et puis merci à vous d'être venus si nombreux, d'avoir posé des questions. Je sais que c'est vraiment pas évident de poser des questions comme ça à des inconnus et de dire ce qu'on a sur le cœur. Donc bravo à vous. Demain on va à Carcassonne. Donc vous pouvez nous aider avec un petit coup de pouce sur Twitter, Facebook ou autre, on le prendra bien. Donc là on va aller dans le hall, prendre un petit apéro, poser les questions qu'on n'a pas pu poser, et si vous pouvez participer à une petite cagnotte, merci d'avance. Et quelqu'un veut parler? Ouais, est-ce que vous pouvez juste là à côté de la
Et merci à Christophe, merci à Pitchmeer pour l'initiative. Juste un dernier mot, je tenais à remercier aussi Vital, donc un jeune start-upper local qui n'a pas pitché ce soir, qui, pour celles et ceux qui ne boivent pas d'alcool ou qui veulent goûter les produits, donc jus de fruits et légumes naturels qui sont en dégustation dans le hub. Et je tiens à le remercier donc d'Améliaco de venir nous les faire déguster gracieusement. Merci à toutes et à tous. Alors la tradition en lamé, c'est comme on va rentrer en mêlée, mais les experts. Les experts. Qui est-ce qui nous prend? Voilà, pareil. Nickel.